Des maladies génétiques, anomalies du nombre de chromosomes ou d'élections sur le chromosome Y, une inflammation ou infection chronique ou aiguë des testicules, une variocelle testiculaire, présence de l'érection ou de l'éjaculation. L'infertilité touche des millions de personnes en âge de procréer dans le monde et a une incidence sur leur famille et leur communauté. Selon les recherches de plusieurs structures comme l'OMS qui s'intéressent à la question, 48 millions de couples et 186 millions de personnes sont touchées par l'infertilité dans le monde. L'infertilité, cette affection du système reproducteur masculin ou féminin, demeure une énigme, voire tabou, au sein de nos communautés et de nos familles. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous retrouve tout juste après ceci. Généralement, dans certaines contrées du monde, lorsqu'on parle de l'infertilité, la première pierre est systématiquement jetée à la femme, ce qui pourrait être une erreur de jugement ou d'appréhension. Eh bien, pour en parler, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai le docteur Michel Michael Agompé. Il est urologue andrologue au CNHU de Cotonou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir honoré de votre présence. Merci à vous pour nous avoir invités. Merci beaucoup. Sur ce plateau, j'ai également Réjeanne Abada. Elle est nutritionniste. Bonsoir, Réjeanne. Bonsoir, madame. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir. Ma toute première question s'adresse au docteur. Alors, en d'autres termes, que peut-on comprendre par infertilité? L'infertilité ne sera pas définie seule comme ça. D'accord. La fertilité se conçoit dans un couple. Donc, pour dire, l'infertilité du couple, c'est l'impossibilité à deux personnes, hommes et femmes, bien entendu, qui se sont unis pour la vie. C'est une incapacité pour eux d'avoir une grossesse quand ils vivent ensemble, entretenant de rapports sexuels réguliers. Je vais vous préciser par rapport au rapport sexuel. Ce rapport sexuel doit être des rapports sexuels normaux, d'accord, qui aboutissent en principe à une jouissance et une vidange de la sémence. Donc, si je résume, c'est l'impossibilité pour un couple d'avoir d'enfants malgré qu'ils vivent ensemble depuis environ 12 mois, ayant des rapports sexuels normaux, sans apport de contraception ou de produits contraceptifs. Alors, d'accord. Alors, quelles sont les causes de cette infertilité? Oui, moi je suis là pour parler surtout de ce qui concerne l'homme, même si on va faire de clin d'œil à la femme. Nous allons faire un clin d'œil à la femme. Oui, l'impossibilité pour un homme d'avoir une grossesse avec une femme au bout de 12 mois de rapports sexuels et sans apport de produits contraceptifs à de multiples causes. Déjà, il faut dire que c'est un problème de santé publique. D'accord. Et sur le plan épidémiologique, il faut savoir que la part de l'homme dans l'impossibilité de concevoir dans un couple est de 20%. Wow. C'est pas peu. Et lié aussi à la femme, sa part est strictement de 20%. Et le pourcentage qui reste? Le pourcentage qui reste, on dit que c'est mixte. Ça veut dire c'est lié aux deux dans 40%. D'accord, ok. Voilà ce qui en est sur le plan de prévalence ou épidémiologique. D'accord. Vous l'avez dit à l'entame que c'est un tabou et la pierre est jetée à la femme. Vous voyez qu'on peut voir à part égale que les deux sont ou peuvent être responsables d'infertilité du couple. Il y a beaucoup de causes. Il y a des causes que nous pouvons catégoriser exogènes, c'est-à-dire extérieures, qui peuvent influencer la fertilité du couple. Et il y a des causes intrinsèques ou organiques liées à l'individu. Si je veux parler de la femme, sa fertilité est maximale à 28 ans. Il faut que tous ceux qui nous écoutent comme femmes,
Oui, la fertilité de la femme est maximale à 28 ans. À 28 ans. Et après 28 ans? Après 28 ans, à 30 ans, il y a une baisse. Ça commence à baisser progressivement sans que la femme soit dans une situation d'infertilité. Mais c'est dit dans la littérature qu'à 35 ans, il y a la déchéance qui commence et la fertilité de la femme Nous allons revenir sur ça dans quelques instants tout le long de l'émission. Alors, Réjeanne, existe-t-il des facteurs exogènes liés à l'alimentation ou au climat qui puissent entraîner l'infertilité chez l'homme? Oui, bien évidemment. D'abord, nous avons l'adoption d'un mode de vie inadéquat. Lorsque l'individu a une alimentation qui n'est pas saine, une alimentation déséquilibrée, lorsque l'individu ne fait pas assez d'activité physique, on a aussi d'autres facteurs comme le tabac, l'alcool et tout. On a aussi des perturbateurs endocriniens. D'accord. Alors, qui parle d'alimentation parle du contrôle du poids. Le poids affecte-t-il la fertilité? Si oui, est-ce l'excès de consommation du sucre, que ce soit le sucre, que ce soit le sel, que ce soit l'alcool et tout ce qu'on sait? C'est essentiellement l'alimentation en elle-même. C'est un équilibre de l'alimentation elle-même en réalité. Ce n'est pas systématiquement le sel, le sucre. C'est vrai que ça, ce sont des facteurs consommés en excès qui vont vraiment agir, mais il faut un équilibre vraiment entre tous ces facteurs-là. Ok, d'accord. Et dans ce cas, quelle est la relation exacte entre le poids corporel et la fertilité chez l'homme? Chez l'homme comme chez la femme, parce que le docteur tout à l'heure, il a parlé de la femme et de l'homme. Et l'infertilité, c'est au sein d'un couple, ce n'est pas seulement un individu à part entière. Voilà. Alors, quel est le poids corporel de la fertilité chez l'homme, grand H, bien sûr? D'accord. Déjà, lorsqu'on a une augmentation du poids corporel par rapport à la taille de l'individu sera en surpoids ou l'individu peut être obèse. Et là, ce sont des facteurs qui vont contribuer à l'infertilité. Le fait que l'individu soit en surpoids ou obèse. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de 28 ans pour la femme, même si on ne parle pas de la femme, mais vous avez parlé de 28 ans pour la femme pour avoir une certaine qualité, je dirais, de fertilité. Oui. Une femme de 28 ans, il faudrait normalement qu'elle doit avoir combien de poids? C'est pas 50, 60? Le poids de la femme ou bien de l'individu, il existe des indices qui permettent de savoir, par exemple, par rapport à la taille. Si vous faites environ 1,60 m, il est conseillé de ne pas dépasser 60 kg. Ok. Vous comprenez? Si vous faites 1,80 m, il est conseillé de ne pas dépasser 80 pour expliquer terre à terre pour que ceux qui nous écoutent puissent, ou ceux qui nous regardent puissent comprendre. À part ça, il y a d'autres considérations. Comme la nutritionniste a eu à le dire, le poids est un facteur très important dans la fertilité et nous allons y revenir. Comment est posé le diagnostic de l'infertilité chez l'homme? Oui, ça permet de répondre à la question à laquelle je n'ai pas fini totalement de répondre en ce qui concerne les causes de l'infertilité. Quand le sujet vient à nous et on essaie de chercher les causes qui sont exogènes, notamment l'exposition professionnelle à de pesticides, à de l'insecticide, le stress au travail. Le stress? Oui, est un facteur très important d'infertilité ou bien d'hypofertilité. Il y a l'exposition aux radiations, d'accord, dans un contexte de catastrophe ou de professionnels, ceux qui travaillent dans les unités de radiologie, mais ils se protègent en principe, ce qui est des normes. Et nous avons, à part le stress, nous avons la pollution, d'accord, la consommation de tabac, d'alcool, tout ce qui peut provenir de l'effet psychologique que l'absence de conception peut entraîner chez l'homme et la femme. La consommation de caféine, d'accord, sont des facteurs importants. Pour nous, il y a le surpoids, d'accord, qui est un facteur important d'hypofertilité, mais il y a l'excès d'activité sportive. L'excès, mais on dit que le sport, c'est bon pour la santé. Les grands sportifs ont une fertilité diminuée par rapport au sujet. Ah là, docteur, vous allez décourager. Non.
Les très grands sportifs, notamment les femmes, ont une fertilité diminuée par rapport aux femmes qui... Donc, il est conseillé de rester dans les normes, de ne pas aller en surpoids. De ne pas exagérer. Oui, si vous allez en surpoids, les hormones ne vont pas bien répondre. C'est ça qui amène l'infertilité, notamment chez la femme. Donc, l'un dans l'autre, ça, c'est les causes exogènes. Il y a des sujets qui vont naître et génétiquement, ils n'auront pas la possibilité d'avoir d'enfants. Donc, il y a des causes génétiques. C'est-à-dire celui-là, il est venu au monde comme ça. Oui. Ou des anomalies organiques. Il y a quelque chose qui s'appelle le déférent qui est au niveau du cordon qui amène les spermatozoïdes des testicules pour être éliminés au cours du rapport sexuel. On peut avoir une agénésie, c'est-à-dire une malformation au niveau de ces déférents, de ces conduits qui n'amèneront pas du tout de spermatozoïdes, ce liquide qui est important pour la reproduction. À part ça, il y a des anomalies chromosomiques. Il y a des anomalies vasculaires. Vous l'avez cité, c'est la varicocèle. Oui, tout au début de mon intervention. Dilatation des vaisseaux qui amènent du sang oxygéné et qui draine les testicules. D'accord? Et à part ça, nous avons de l'infection, qu'elle soit chronique ou aiguë. Ceux qui font de la gonococcie, de la chlamydiose. La gonococcie? Oui, la gonococcie, appelée communément chaude-pisse. Ah, d'accord. Oui, c'est des facteurs infectieux très importants et qui ont d'impact sur la fertilité. La prostate aussi? Chez l'homme. Les maladies prostatiques à un niveau, puisque la prostate fabrique le liquide dans lequel baigne, duquel les spermatozoïdes tirent leur nutrition ou bien éléments nutritifs. Donc, tout dysfonctionnement au niveau de la prostate peut entraîner une baisse de la qualité du sperme. Ah, d'accord. Voilà. Docteur, pour ne citer que ces quelques causes, il y en a beaucoup de causes. Dès que les gens se rapprochent de nous, on essaye de voir ce que ces individus ont eu dans leur jeune âge, depuis leur naissance, et à voir qui peut entraîner une infertilité. Et pour finir, il est important que tous ceux qui ont des enfants garçons puissent analyser, examiner la bourse, c'est-à-dire le scrotum, ce que nous appelons ainsi, ce qui contient les testicules, pour vérifier si les deux testicules sont présents dans la bourse. Puisque il nous arrive de voir des gens qui viennent pour désir de paternité, mais chez qui nous observons une absence totale des deux testicules dans la bourse. Oh là là. Et ils ont grandi. Le dernier que moi j'ai eu, un sujet de 34 ans, qui s'est marié, mais qui n'a pas pu avoir d'enfant, mais est venu à nous et nous avons constaté que ces deux testicules ne sont pas présents. Et il arrive à avoir d'intimité avec son épouse? Oui. Les testicules qui ne sont pas présents dans la bourse sont ailleurs. Donc, c'est bien... Les pédiatres sont outillés pour détecter à la naissance la présence de ces bourses, de ces testicules. S'ils ne sont pas présents, on attend environ 1 an. S'ils ne descendent pas, il faut aller les chercher et les ramener en bas. Ce n'est pas seulement la question de fertilité. Si les testicules restent en haut, ils ont un facteur exagéré de développement de cancer de testicules. Merci. Alors, docteur, mis à part les examens paracliniques et analyses, existe-t-il des signes naturels au quotidien pouvant mettre la puce à l'oreille aux parents? Si oui, veuillez nous en énumérer quelques-uns. Non, des signes physiques pour infertilité, il n'y en a pas réellement. Mais l'impact sociologique ou le vécu, le stress peut entraîner des manques de sommeil, des sauts d'humeur, une baisse de la qualité de travail, la femme, l'homme qui n'a pas la possibilité de concevoir son humeur, sa qualité de vie diffère de celle ou de celui qui a cette possibilité. Donc c'est essentiellement des troubles liés à cet état de choses. D'accord. Nous allons à présent faire un tour à la régie pour suivre cet élément témoin réalisé par Latif Ouboni et Ben Kevin Achaoui sur l'infertilité. Si quelqu'un ne procrée pas ou n'a pas d'enfant dans un couple, c'est-à-dire ce couple est vilipendé, ce couple est mal vu, nous sommes d'accord, dans la société. À côté de lui,
ou dans la société ou dans son milieu de travail, là où il vit, il est mal vu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que avec ce que les engrais que les gens utilisent aujourd'hui pour pouvoir choses-là produire, nous sommes d'accord, pouvoir produire, pouvoir semer, ça aussi peut être chose-là à la base, nous sommes d'accord, de l'infertilité. En Afrique, souvent, le mariage, c'est d'abord ça. Mais quand il n'y a pas ça, il y a d'autres hommes qui disent que je vais aller chercher ailleurs. Il y a d'autres femmes qui disent que le temps que j'ai déjà fait là maintenant, je ne peux plus continuer avec ça. J'irai tenter ailleurs. D'autres qui ont des moyens vont aller faire le in vitro pour y chercher. Il y a des femmes qui sont sans mari à cause de ça. Il y a des maris qui sont sans femme à cause de ça. Maintenant, nous constatons que ces cas sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Nous voyons que quand les tradis praticiens, ou bien comment je peux dire, veulent conseiller quelqu'un qui a ce problème-là, ils disent « tu ne mangeras pas telle chose ». Tu ne mangeras pas telle chose. Donc, certainement, ça a un lien avec ce problème-là. Je ne peux pas dire que c'est obligatoirement ça, mais nécessairement, ça doit avoir un lien avec l'alimentation. C'est souvent les femmes qu'on accuse d'infertiles. On les appelle les stériles. Mais cela n'empêche pas que les hommes également soient dans le cas. C'est souvent relatif à la consommation, ce que nous consommons. C'est souvent causé par cela. Également, c'est aussi peut-être de naissance, et on ne le sait pas. Une solution endogène qui également participe à gérer la situation. Par rapport à la place que j'occupe, il y a surtout des femmes qui se confient surtout à ce problème-là. Et c'est des problèmes qui sont un peu fréquents par rapport à la vie d'aujourd'hui, ce que nous vivons dans le passé par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il faut que la personne ait confiance en vous avant de se confier totalement à vous. C'est un problème un peu intime. C'est un peu intime. L'alimentation, oui, c'est dû à l'alimentation, à des problèmes de santé aussi. Il y a beaucoup de problèmes de santé aussi. Docteur, c'est un problème un peu intime, comme le disait l'enseignante tout à l'heure sur l'écran. Alors, est-ce que le dysfonctionnement érectile chez un garçon peut-il plus tard entraîner l'infertilité? Oui, comme nous avons eu à le dire, il faut avoir de rapports sexuels pour espérer avoir d'enfants. L'homme doit avoir combien de rapports sexuels par mois, minimum, même si ce n'est pas le sujet, il est conseillé d'avoir 2 à 3 rapports sexuels par semaine. 2 à 3 par semaine. Oui, sans aller dans l'exagération, et 21 éjaculations par mois. 21 éjaculations par mois. Ok, d'accord, allez-y sur la question. D'accord, donc si quelqu'un n'arrive pas à avoir de rapports sexuels, cette personne ne peut pas espérer avoir une procréation. D'accord, oui. C'est compris. Et il existe par rapport au rapport sexuel concernant le couple, du fait de l'absence ou de ce que la conception tarde, le couple rentre dans un effet mécanique de rapport sexuel lié essentiellement à la période d'ovulation ou de fécondité. Ce n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas une bonne chose. Ben, nous allons y revenir sûrement avec d'autres émissions et d'autres sujets. Alors, Réjeanne, la consommation de la viande rouge aurait-elle un effet spécifique sur l'infertilité de l'homme, c'est-à-dire la viande de porc, de mouton, etc. Parce que généralement, en Afrique, nous consommons plus de viande rouge que d'autres viandes, en fait. De façon générale, il n'est pas conseillé de consommer assez de viande rouge. On conseille de plus prendre du poisson, des fruits de mer ou de la viande de volaille, de façon générale déjà. Donc la viande rouge en elle-même, non. L'individu peut en consommer une fois en passant, mais ne pas en abuser. Donc, il faut juste retenir que la consommation de la viande rouge, mis à part le fait que ce n'est pas trop conseillé au sein d'une alimentation, elle ne consiste pas en réalité... La viande rouge elle-même, non. On ne va pas directement incriminer ça.
Alors, quels sont les aliments qui favorisent la fertilité chez l'homme? Déjà, on peut agir pour avoir une meilleure fertilité. On peut agir sur l'alimentation parce que c'est un facteur modifiable. En consommant quoi, par exemple? Déjà, en ayant une alimentation beaucoup plus saine, assez diversifiée. Des légumes, des fruits. En mettant l'accent sur les sources d'antioxydants, les sources en vitamines, en minéraux, donc les fruits, les légumes, les fruits de mer et tout. Ne pas prendre assez de soda, ne pas abuser en soda, diminuer sa consommation de sel, soda, c'est pas nos boissons sucrées que nous consommons là. Les Fanta. Oui. Voilà. Et ceux qui ne prennent pas de l'alcool, ils font comment alors? L'alcool aussi. De l'eau. Le docteur dit de prendre de l'eau. C'est la meilleure boisson d'ailleurs. D'accord, ok. Alors, docteur, comment faire face aux difficultés liées à l'infertilité? Que ce soit un homme simple ou dans un couple, je crois que c'est une période assez difficile. Comment faire face à cette période-là? Oui, la prise en charge de l'infertilité dénote d'abord de plusieurs disciplines. Il y a l'urologue qui s'occupe de l'homme, il y a le gynécologue qui s'occupe de la femme, il y a le psychologue qui a aussi son rôle parce que 1 an, 2 ans, l'enfant ne vient pas, c'est vraiment un problème dans le couple. Il y a des femmes qui pleurent à tous les cycles, d'accord? Il y a des hommes qui, malgré qu'ils travaillent, ne sont pas heureux dans leur travail. Et aussi le poids de la société. Il y a des gens qui, parce qu'on leur dit, on le voit, sa physionomie dit, ah, je crois que la bonne nouvelle est là, alors qu'elle n'est pas enceinte, ça la travaille déjà. Donc, du coup, il faut de la patience pour le couple, il faut de l'accompagnement. Et ne pas se laisser emporter par tout ce qui est exogène, qui peut agir, le regard des autres, les commentaires. C'est ça les facteurs importants qui désorganisent déjà un couple qui a un problème de fertilité. Et il faut recourir aux praticiens les plus avertis, l'urologue, le gynécologue, et pour pouvoir résoudre le problème. Ouais. Alors, Réjeanne Abada, entre le végétarien et le non-végétarien, qui des deux régimes alimentaires est le plus exposé à l'infertilité? De toute évidence, celui qui n'est pas végétarien. Parce que celui qui est végétarien, déjà, il consomme beaucoup plus de végétaux. Il fait beaucoup plus attention à son alimentation. Il se rapproche davantage d'un mode de vie sain. Donc, celui qui n'est pas végétarien doit faire davantage attention. D'accord. Alors, docteur, quel est votre avis sur la consommation des médicaments traditionnels? C'est-à-dire ces tradithérapeutes qui se disent qu'ils ont des solutions par rapport à l'infertilité et on donne même des produits pour pouvoir concevoir. Oui, nous ne sommes pas contre. Pas plus tard qu'en 2020, nous avons dirigé sous la coupole de notre maître au CNHU, nous avons dirigé un travail en rapport avec 3 plantes médicinales que nous avons étudiées avec le docteur Molly d'Oliveira, à qui je fais un coucou, qui m'a permis de faire une thèse sur la question. Nos plantes ont des qualités, des vertus pour régler le problème de fertilité quand elles sont utilisées dans les normes qu'il faut, de normes bien étudiées. Sinon, nous sommes ouverts à toute étude en rapport avec ces plantes pour permettre à notre population de se faire traiter dans nos conditions. Avec la complicité de la régie, je vous retrouve dans quelques instants. Chers téléspectateurs, chers invités, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Mais docteur, quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui nous suivent en guise de conclusion, bien sûr? Oui, j'ai déjà dit à tous les mamans, même les papas, quand un enfant garçon naît, il faut faire attention à ce qui est le contenu de sa bourse, la présence des testicules. C'est très important pour la suite de sa vie de reproduction. Et pour tous ceux qui sont dans les problèmes, dans cette situation d'infertilité, il faut comprendre qu'il existe toujours 2 solutions. C'est pourquoi avant on parle de stérilité, mais la terminologie a évolué. La stérilité veut dire qu'il n'y a pas d'espoir du tout
Et aujourd'hui, on parle Il y a de l'espoir. d'infertilité parce qu'il y a de l'espoir, tout qu'on fait. On parle d'infécondité parce qu'il y a de l'espoir. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, Réjeanne Abada, votre mot de fin? D'accord. Déjà, nous avons tous intérêt à améliorer notre mode de vie. Et pour cela, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui pilulent sur les réseaux sociaux, mais on peut se rapprocher des spécialistes pour avoir plus de directives, pour nous accompagner efficacement, pour faire attention à ce que nous mangeons au quotidien. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. Retenez juste que la prévention de l'infertilité revêt d'une dimension individuelle, mais aussi et surtout sociale et politique. C'est un sujet vaste. Nous avons essayé de vous donner quelques informations avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir chez vous.